Donc une fois qu'on a ça, la méthode générale est la suivante. Vous allez trouver une façon intelligente de tracer les données pour avoir des points alignés, faire une interpolation linéaire, etc. etc. Donc on va l'illustrer d'abord sur l'ordre 1, puis sur l'ordre 2, puis sur l'ordre 3, puis sur l'ordre 0, pardon, pour voir un peu les diverses choses. Donc là on y va, cas de l'ordre 1. Alors l'ordre 1 c'est le plus riche, c'est un ordre que vous connaissez déjà, c'est l'ordre de la désintégration radioactive. Et donc il a un certain nombre de propriétés extrêmement importantes. Alors l'ordre 1 en fait, si on disserte un peu, je vous rappelle avant de passer à la suite que ça vous raconte ça. Cas de l'ordre 1, donc en fait vous pouvez l'écrire, hein, c'est qu'on a une loi du type dx sur dt qui est égale à... Alors c'était pas un cas ici, c'était un K si je me trompe pas. K facteur de C0 moins AX tout court. D'accord. Alors ça en fait, ça vous raconte un truc extrêmement important, c'est que la variation de votre grandeur est liée à l'écart qu'il reste à faire, d'accord, est proportionnel à l'écart qu'il vous reste à faire pour atteindre la valeur maximale. Autrement dit, au départ, ça va être très rapide, puis ça va, la vitesse va diminuer au cours du temps. Donc en fait, c'est-à-dire que plus vous avancez, moins vous allez vite, et ce qui est extrêmement important à voir, c'est que si vous avez fait la moitié du process, alors vous divisez la vitesse par 2. Si vous avez fait les 3 quarts du process, vous allez diviser la vitesse par 4, etc., etc. Donc la vitesse, en fait, va s'adapter là où vous êtes. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, grosso modo, ça vous raconte que, et ça, c'est des choses que vous avez déjà vues avec la décroissance radioactive, on va le redémontrer ici, mais que pour faire la moitié du process, il vous faut le même temps que pour ensuite faire... Non, pas l'autre moitié. La moitié de la moitié, donc le quart, et ensuite, il vous faudra le même temps pour faire la moitié de ce qui reste, donc à se passer à un huitième, etc., etc. D'accord. C'est un comportement extrêmement courant dans ces histoires et ça a quelques propriétés qu'il faut regarder. Donc on va regarder la version brutale et puis ensuite je vous montrerai comment, si vous avez des données, vous pouvez estimer au doigt mouillé que c'est un ordre 1 ou pas. Okay. Alors, donc je continue ici. Dans ce cas, on a, donc je recopie la formule qui est là-haut, hein, log en fait de C0 moins AX qui est égal à moins KAP fois A fois T plus le logarithme de C0. On a prouvé ça par intégration vendredi. Une fois que vous avez raconté ça, en fait, c'est pas très compliqué. L'idée est la chose suivante. Qu'est-ce qu'il faut tracer en fonction de quoi, ou plus exactement, quelles sont les coordonnées des points qu'il faut tracer pour avoir des points alignés si ce modèle est vrai. Donc, en abscisse, vous avez toujours T. Pas très compliqué. Et en ordonnée, qu'est-ce qu'on va voir ici? Oui. Moins AX, plus exactement. Voilà. Donc, ici, on trace les points de coordonnées logarithme népérien de C0, alors pardon, de coordonnées, je les avais appelés, j'ai I probablement, pas K, T indice I, d'accord, logarithme népérien de C0 moins A XI. Alors pour bien que vous compreniez ce qu'on est en train de faire là, je vous renvoie à votre TP de jeudi dernier. Jeudi dernier, si vous vous souvenez, vous avez mesuré à certains instants, d'accord, TI, une grandeur qui en l'occurrence était proportionnelle à X, vous n'avez pas encore traité le problème, mais grosso modo, en fait, vous avez donc XI. C'est-à-dire qu'à chaque instant TI, vous avez la valeur de XI. Autrement dit, vous êtes capable, avec ce qu'on a vu vendredi et votre méthode de calculatrice, de calculer une colonne TI, une colonne log de C0 moins AXI, et ensuite de tracer les points. D'accord. Donc là, ensuite, la rédaction et la procédure, c'est toujours la même. Si les points sont alignés, alors la valeur P égale 1 décrit correctement la situation. Si ce n'est pas le cas, bah vous vous arrêtez, hein, parce que ce n'est pas le bon modèle, d'accord. Dans ce cas, le coef directeur de la droite d'interpolation donne quoi? Ce sera quoi le coefficient directeur? Oh,
faut regarder le modèle ici. Ouais. Presque. Moins K fois A, d'accord. Donne moins A KA. Donc vous aurez un coefficient directeur négatif. A est une donnée du problème, donc ça, il n'y a aucun problème. C'est en général un coefficient stoichiométrique quelconque, voire 1. Vous divisez par moins A et vous avez KAP avec l'unité qui va bien. D'accord. Je rappelle que KAP, quoi qu'il arrive, est toujours dimensionné. Donc il y a toujours une unité qui se promène. C'est pas très compliqué. Ça, c'est le cas de l'ordre 1. Alors, j'ai un peu disserté dans le cas de l'ordre 1 parce qu'il y a des trucs assez importants. Alors, dans le cas de l'ordre, enfin, je vais le faire autrement, l'ordre 1. Alors, pour repréciser ce que je raconte, c'est l'ordre global apparent 1. Je vous rappelle que P, c'est un ordre global apparent pour vous souvenir de ça. D'accord. C'est pas le vrai ordre global, voilà. L'ordre global apparent 1 présente quelques propriétés. La première, c'est le temps de demi-réaction. Comment je fais pour calculer le temps de demi-réaction si ça c'est vrai? Vous vous souvenez comment on fait? C'est le temps pour lequel x vaut quoi? X max sur 2, ça c'est la définition. À t1,5, x égale x max sur 2, ça c'est la définition. Et x max ça vaut quoi? Je vous rappelle. C'est le moment en fait où ce qu'il y a dans la parenthèse, ça s'annule, d'accord? Donc x max vaut tout simplement C0 sur A. Donc d'accord, donc ça fait C0 sur 2A. Donc, j'ai logarithme népérien de C0 moins C0 sur 2, puisque vous voyez que AX, si je multiplie par C0 moins 2A, ça va donner C0 sur 2, qui vaut moins KAP fois A fois T1,5 plus log de C0. Ce truc-là va me donner log de C0 sur 2, puisque 1 moins 1,5, ça a besoin de faire 1. On est d'accord? Et donc, globalement, si je manipule un peu mes logs, je vais me retrouver avec un truc relativement simple. Donc, logarithme népérien de 1,5 est égal à moins KAP fois A fois T1,5. Et donc, on a une relation qui est extrêmement importante, qui est que T1,5... Alors, vous voyez que vous avez un moins ici, et log de 1,5 est négatif, et surtout, ça vaut moins log de 2. D'accord? Et donc, vous vous retrouvez avec le fait que T1,5, c'est le logarithme népérien de 2, divisé par A, divisé par KAP. Alors, cette formule-là n'est pas à connaître par cœur, mais en fait, vous la connaissez déjà, si vous avez fait de la décroissance radioactive, puisque c'est exact la désintégration radioactive, puisque c'est exactement la même formule. C'est la formule qui vous donne la demi-vie. Donc, en général, on l'appelle lambda pour une raison qui m'échappera toujours. Mais, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, on a essayé qu'un temps ça s'appelait lambda. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez les physiciens des particules ce jour-là. Donc, ça arrive. Mais donc, en tout cas, c'est log de 2 divisé par le coefficient que vous avez dans votre exponentielle. D'accord? Petite remarque, la méthode qu'on a trouvée pour intégrer ce truc-là, avec séparation des variables, en fait, n'est pas utile. On aurait pu, en fait, résoudre l'équation différentielle, parce que pour un ordre 1, c'est une équation différentielle linéaire. Faites très attention, le mot ordre ici ne désigne pas l'ordre de l'équodif. L'équodif est toujours d'ordre 1. D'accord? Par contre, vous avez une puissance qu'on appelle ordre de l'autre côté. Si cette puissance vaut 1, vous avez une équation différentielle linéaire d'ordre 1 que vous savez résoudre sans aucune forme de problème, avec des solutions exponentielles, d'où le lob en fait. C'est juste que x en fonction du temps, c'est une fonction exponentielle. D'accord là-dessus. Voilà. Alors ça, c'est le premier truc, c'est extrêmement important. Et la propriété qui est importante, c'est pas tellement la formule. Ce qui est important, c'est que donc le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale. D'accord? T1,5 est pour un ordre 1 indépendant de la quantité initiale. Autrement dit, si vous avez consommé la moitié de votre processus, vous êtes dans un nouvel état initial et donc vous mettrez le même temps pour consommer à nouveau la moitié de ce qu'il
vous reste. D'accord? Donc, autrement dit, pendant t1,5, vous passez de 1 à 1,5. Puis ensuite, pendant à nouveau t1,5, vous passez de 1,5 à 1 quart. D'accord? Si on prend le réactif limitant. D'accord? Ça, c'est le limitant. Puis ensuite, pendant t1,5, vous allez passer cette fois à 1 huitième, etc., etc. D'accord? Ça, si vous... Bon, après, c'est une courbe exponentielle tout à fait normale. Hein. Ça veut dire que, grosso modo, par ailleurs, si vous représentez x en fonction du temps, d'accord? Vous avez une courbe qui va être comme ça, qui va saturer en C0 sur A, si vous vous souvenez bien. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que si vous mettez ici à C0 sur 2A, d'accord, là ça fera la moitié. Ici vous avez T1,5. Et que si vous reprenez T1,5 ici, là par exemple, voilà, si vous faites 2 fois ça, et ben en fait vous allez tomber, alors mon dessin n'est pas très beau, mais vous allez tomber sur C0 sur 4, enfin 3 C0 sur 4A. Puisque vous avez 3 quarts du processus, etc. etc. D'accord, ça c'est 2 fois T1,5. Alors ça c'est vrai avec T1,5, mais c'est vrai avec à peu près n'importe quoi en fait. Par exemple, et ça c'est une propriété rigolote, c'est que vous pouvez toujours exprimer le temps, par exemple, vous pouvez savoir, je sais pas, au bout de combien de temps vous avez consommé 99% du processus. Et bien en fait, vous allez toujours avoir un log de quelque chose ici, divisé par ça. Et donc vous pouvez toujours exprimer T de n'importe quoi en fonction de T1,5, avec juste un rapport de log pour passer à l'autre, parce que c'est indépendant des concentrations. Et en fait, ce qu'on est en train de faire avec un demi là marche avec n'importe quoi. Ça vous raconte que si vous prenez x, alors c'est pas tout à fait x, c'est plutôt la quantité d'un réactif limitant. Alors comment je le fais bon, ça c'est x, ok, je garde x, et je vais le faire pour un réactif limitant. Pour le réactif limitant, pour le réactif limitant, savoir quelle tronche, si je dessine ça en fonction du temps, et je fais la concentration de on ne sait pas trop quoi, ça va partir de C0 et ça va aller jusqu'à un truc comme ça. D'accord, vous avez une concentration C0, puis vous allez descendre comme ça. D'accord? Et si je fais exactement la même chose, ça signifie qu'à C0 sur 2, je suis à T1,5. D'accord? Et à C0 sur 4, par exemple, je suis à 2T1,5. On est d'accord là-dessus? Jaden, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, Sam, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, c'était une question, tu la poses pas à Jaden, tu la poses à moi. Ah, d'accord, mais tu peux la poser à moi aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. On est d'accord avec ce truc-là? Oui. Oui, 3 0 sur 4A, c'est 0 sur 2A. C'est un demi 3 quarts. Et ça, ce que ça vous raconte, c'est que ça vaut quoi ça divisé par ça? C'est 0 sur 2 divisé par C0. Enfin, 1,5, ça vaut quoi? C'est 0 sur 4 divisé par C0 sur 2. 1,5. Autrement dit, pendant la même variation de temps, vous avez le même ratio que réactif limitant. D'accord? Donc si vous avez la chance Alors pour x, c'est un peu compliqué, il faut regarder le ratio de ce qui reste. Et pour réactif limitant, par contre, ça marche très très bien. Donc en gros, on détecte un ordre 1. Avec un réactif limitant A. On a un ordre 1 si la concentration A à un instant T1 divisé par la concentration A à un instant T1 plus delta T est égal à la concentration en A à une date T2 quelconque divisé par la concentration en A à une date T2 plus le même delta T. En gros, si pendant la même période, vous avez le même ratio de concentration. Donc ça, je t'ai vu, je finis ça.
Oui. Bah non. Bah parce que 3 quarts, c'est ce qui reste une fois que tu as fait un quart de plus. D'accord, si je fais un demi et qu'ensuite je fais un demi de ce qui reste, ça m'amène à 3 quarts. Et après j'aurai 3 huitièmes si je veux aller à 3 et un demi, etc., etc. Donc ça c'est important, ça veut dire que ce que ça vous raconte, c'est que vous avez un tableau de données avec le rectif limitant, par exemple. Vous essayez de trouver deux données qui sont séparées par le même intervalle de temps. Vous faites le ratio. Et si c'est le même ratio, c'est que probablement vous avez un ordre 1. Donc là, c'est pas forcément uniquement pour un temps de demi-réaction, c'est juste pour un intervalle de temps quelconque. Vous avez le même ratio de variation du rectif limitant. Voilà. Donc c'est une détection assez rapide. Voilà. Ça ne confirme pas un ordre 1 complètement, mais si vous avez à deviner l'ordre, vous pouvez regarder les données rapidos et vous dire tiens, ça a une bonne tronche ou ça n'a pas une bonne tronche. Ouais. Non, rapport proportionnalité, ça n'a pas marché. C'est à cause du log, tu vois. En gros, ton rapport de proportionnalité va bien se comporter avec le log, mais par contre, ton rapport de proportionnalité, si tu le mets sur le temps, ça va donner un produit sur le log et ça donne des puissances. Donc pour le coup, c'est un peu moins facile à voir. Alors, encore des puissances décalées du log de C0, enfin un truc merdique, quoi, dans le principe. Disons que, bien sûr, il y a une formule mathématique pour ça. Hein. La question, c'est est-ce que c'est facile à voir au nez sur des données. Après, tu peux... faut juste scanner toutes les données, tu vois. Probablement, tu en as quand même... souvent, quand on fait des mesures, on a tendance à prendre des mesures à intervalles réguliers. Donc, voilà. Ça te permet d'avoir un bon instinct sur le sujet. On est d'accord sur ces résultats de l'ordre 1 ? Voilà. C'est des résultats que vous connaissez déjà. Vous n'avez probablement jamais démontré ça en décroissance radioactive. Mais la décroissance radioactive, je vous rappelle, c'est exactement la même chose. C'est que la vitesse de décroissance est proportionnelle à ce qui reste à détruire. Ce qui est exactement ce qu'on est en train de dire dans une cinétique chimique. Voilà. Pas dur. Petit c, si je ne me trompe pas. K de l'ordre 2. Alors dans le cas de l'ordre 2, je vous rappelle que votre équation s'écrit comme dx sur dt k, facteur de c0 moins ax, mais cette fois à la puissance 2. Je ne refais pas tout le calcul, mais par intégration, vous avez en fait le fait que 1 sur c0 moins ax, le tout à la puissance 1, puisque dans ce cas-là, p moins 1 a le bon goût de faire 1, d'accord? Vous vous souvenez de la formule avec p moins 1. Ça va vous donner A, K up fois T, plus le pas le logarithme, justement, 1 sur C0. Alors, je tiens à attirer votre attention sur quelque chose, même si je sais que je pisse dans un violon, mais avec un peu de chance, il y a des gens qui écoutent. Les erreurs de signes sont hyper courantes quand vous allez faire des calculs d'intégration. C'est normal, il y a un moins et des puissances, il y en a un peu partout. D'accord ? Vérifiez que votre formule finale a un comportement cohérent. Vous voyez que, de façon extrêmement simple, la façon dont le membre de droite varie avec t est très facile à voir. Ici, en l'occurrence, vous voyez que le membre de droite est une fonction croissante de t. D'accord ? C'est simplement le signe du coefficient directeur ici. Dans le cas précédent, c'était une fonction décroissante de t. Je rappelle que x étant une fonction croissante de t, ça signifie que le sens de variation de ce côté-là en fonction de t doit être égal au sens de variation de ce côté-là en fonction de x. D'accord ? Autrement dit, vérifiez quand vous avez votre calcul que ce truc-là est bien une fonction croissante de x. Est-ce que c'est clair pour tout le monde que ça, c'est une fonction croissante de x ici ? Vous allez faire ça en 2 coups de cuillère à peau ? Sans dérivation, hein. Vous ne sortez pas la bombe nucléaire pour ça. D'accord ? Vous savez que C0 moins AX, c'est décroissant, que l'inverse d'une fonction décroissante, c'est croissant, terminé, au revoir. D'accord ? C'est pas mortel. Tout à l'heure, je rappelle, on avait log de C0 moins AX, qui elle est une fonction décroissante de x, et c'est pour ça qu'on avait de l'autre côté un coefficient directeur négatif. Vérifiez-le, c'est con d'avoir une erreur de signe, d'accord, juste parce que vous êtes bourré dans l'intégration. Et si vous tombez dessus, vous revenez en arrière, d'accord. Voilà. On n'encadre pas fièrement une grosse connerie de manière très générale, surtout quand on en est conscient, d'accord. Ça, c'est typique d'une génération à qui on a valorisé des points quand ils détectent qu'ils ont fait une connerie. Moi ça me fait une belle jambe que vous ayez dit que vous avez fait une connerie, ça prouve que vous n'êtes pas capable de... Voilà. Je sais pas quoi.
Dire, je m'en fous, moi, que vous détectez une connerie, vous la corrigez, quoi. Dire, voilà, je sais pas, un jour, vous serez ingénieur, vous allez construire des ponts. Vous allez appeler la veille d'ouverture. Ah, je fais une connerie, en fait, hein. Salut. Mais je le savais, mais bah, ils vont tous mourir, les gens, quoi, c'est pas grave. Allez, voilà. Donc, bon, on fait pas ça, en fait, en vrai. Donc, voilà la bête. Ça, c'est ce que vous avez ici sans aucune forme de problème. Qu'est-ce qu'il faut tracer comme point pour valider le modèle? Vous avez pris le pli, c'est pas très compliqué. Ouais. Exactement, d'accord. Alors, je fais une petite précision de vocabulaire. Euh, de façon extrêmement courante, on va dire ce que tu viens de dire, le en fonction de. Moi, j'aime pas parce qu'on ne trace pas une fonction, en fait, on trace juste des points. Donc moi, je vais vous écrire dans le cours, on trace les points de coordonnées TI, C0, moins AXI, parce que c'est exactement ça qu'on fait, d'accord? Mais je comprends la formulation. Donc, on trace les points de coordonnées. Donc, TI, toujours, ça ne change pas, c'est toujours le même, c'est facile. Et cette fois, 1 sur C0 moins A XI. Si ils sont alignés, alors le modèle P égale 2 décrit correctement la situation. C'est un bon modèle. Voilà, on est content. Dans ce cas, le coefficient directeur de la droite d'interpolation donne quoi? Ce sera quoi le coefficient directeur? Oui. C'est effectivement A cap. Pareil, vous connaissez A, vous utilisez ça, vous trouvez V cap, c'est terminé. C'est toujours la même méthode, hein, c'est pas très très compliqué. Alors, maintenant, un petit exercice intellectuel extrêmement intéressant. Je vais calculer T1,5, ok? Alors je vais le faire avec la même méthode que tout à l'heure. Mais ce que je veux qu'on fasse, c'est que en fait, vous me mettiez K-app et C0 là-dedans. En gros, ce que vous allez faire, c'est raisonner avec les unités. Bien sûr, on n'aura pas tout. On n'aura pas tout parce qu'il y a peut-être un facteur qui va se promener, un petit 2 comme log de 2 tout à l'heure par exemple. Et puis vous avez surtout le facteur A ici, qui est en 100 dimensions, vous raconte strictement rien. Enfin, en tout cas, vous pouvez l'oublier. Par contre, il y a un truc extrêmement important, et ça, c'est le moment où vous devez avoir une compréhension générale de ce qui se passe. T1,5, c'est quoi comme bestiole en termes de dimension? Ouais. C'est un temps. Ok. Bah, en fait, c'est pas compliqué. Est-ce qu'il y a du temps là-dedans? Vous prenez tous les paramètres du problème, où est-ce qu'il y a du temps? Ouais. Oui, alors, c'est pas un paramètre, c'est ça le problème. Ouais. Dans le cas obligatoirement, ce que Simon a dit, mais vous êtes d'accord qu'il n'y en a pas d'autres de surcroît? Il n'y en a pas dans C0, A est sans dimension, et puis on a fait le tour. C'est con, mais globalement, on n'a pas d'autres paramètres. Donc, forcément, T1,5, la contribution temporelle à T1,5 vient uniquement de K. Et effectivement, je vous ai raconté en cours que c'est plus sensible que ce que Simon a dit, c'est que K est toujours en quelque chose fois un temps, c'est seconde moins 1. Donc K est forcément où là-dedans? Au dénominateur, effectivement. T1,5, c'est toujours inversement proportionnel à K. La question ensuite, hein, c'est comment est-ce qu'on compense ça? D'accord? Donc en particulier, vous pouvez vous dire, tiens, mais c'est quoi l'unité de K ici? Pour que ce soit homogène, cette histoire, il faut que K soit bien sûr un temps moins 1, donc il va dégager avec T, et ensuite, c'est effectivement l'inverse d'une concentration. D'accord? C'est des bits mol moins 1. On est d'accord là-dessus? Donc C0 fois K
l'inverse d'un temps. On est d'accord là-dessus? Ça se voit, si vous multipliez tout par C0, vous avez quelque chose qui va être sans dimension ici. Résultat des courses, où est le C0 dans cette histoire? Forcément au dénominateur. Et si on avait fait le même raisonnement avec l'ordre 1, K étant uniquement en temps moins 1, on aurait pu prévoir dès le départ que c'était indépendant de C0. Ou en tout cas que les contributions aux dimensions de C0 se compensent. C'est un truc bizarre, mais voilà. On est au clair là-dessus? Je sais pas ce qu'elle a, hein. Il peut y avoir d'autres trucs, hein. Je sais que le signe est bon parce que tout ceci est positif. Donc en fait, je sais que la seule chose qui me manque, c'est un coefficient sans dimension quelque part là-dedans, où il va y avoir peut-être A, mais c'est tout. Alors bien sûr, ça finit pas, mais vous voyez qu'on peut littéralement deviner la structure, et en particulier trouver que T1,5 est inversement proportionnel à T0. Ça, c'est très intéressant dans les équations d'ordre 2. Dans les équations d'ordre 2, plus vous avez de concentration, et plus vous allez aller vite pour faire la moitié du process. D'accord? Ça se comprend parce que vous allez faciliter la rencontre entre les molécules. D'accord? Et vous en avez, en gros, vous augmentez la proportionnalité de rencontre avec le carré, et ce que vous avez à consommer uniquement de façon linéaire. Donc, grosso modo, vous augmentez la vitesse versus la chose que vous avez à bouffer. Dans un ordre 1, vous augmentez la probabilité de rencontre avec une puissance 1, mais vous augmentez aussi la quantité que vous avez au bouffer avec une puissance 1. Grosso modo, vous ne faites pas grand-chose. Et dans un ordre 0, si vous avez compris le process, C0 va être en haut, tout simplement parce que augmenter la concentration ne change strictement rien à la probabilité de rencontre. Par contre, vous augmentez linéairement la quantité que vous avez à bouffer pour en manger la moitié. Je fais la démonstration avant, hein, d'accord, c'est juste pour vous montrer ça. Donc, à T1,5, on va aller un peu plus vite, ça fait donc 1 sur C0 moins AX, ça fait donc C0 sur 2. Si vous vous souvenez bien, c'était le même raisonnement que tout à l'heure, qui va valoir A fois K-app fois T1,5 plus 1 sur C0. Ça donne quoi en fait? Ça donne effectivement 2 sur C0, effectivement, puisque voilà, c'est toujours le même process. Et vous avez 2 sur C0, 1 sur C0 de l'autre côté, donc quand on soustrait, ça fait directement 1 sur C0, d'accord? Donc 1 sur C0 est égal à A K-app T1,5. Donc, en fait, vous voyez que c'était plutôt cool, hein, il me manquait simplement un facteur A. Alors, c'est T1,5 qui m'intéresse. Donc, j'ai un 1 ici, puis j'ai un A là. Voilà. Et pas de facteur 2 dans cette histoire. Ça marche. Donc, ce que ça vous raconte, si je fais exactement la même chose que tout à l'heure, si vous vous souvenez avec un réactif limitant, là, en fait, ça descend beaucoup plus vite au départ. C'est une fonction inverse, d'accord? Ça descend plus vite. Et ce que ça vous raconte, c'est que grosso modo, pour aller de C0 à C0 sur 2, là, par définition, il vous faut T1,5, on est d'accord? Et pour aller en fait à C0 sur 4, il vous faudra en fait, je suis sûr que j'ai donné une connerie. Voilà, alors je vais me mettre là. Pour aller à C0 sur 4, en fait, il vous faudra 2 fois plus de temps. Donc à l'arrivée, il faudra 3 T1,5 ici. Comme vous avez divisé la concentration initiale par 2, vous augmentez le temps qu'il vous faut par 2. Donc grosso modo, en fait, pour faire 3 quarts du processus, il va vous falloir 3 T1,5 et pas 2 T1,5 comme tout à l'heure. Voilà. En gros, vous allez plus vite au départ et plus lentement à la fin. En fait, vous avez un impact sur la vitesse de la baisse de la concentration au fur et à mesure. Détecter un ordre 2, c'est pas simple à cause de ça, d'accord? Donc je vous donne pas de méthode, c'est pas évident. Ouais. Et du coup, quand on parle d'ordre 2 à l'ordre 1, la vitesse sur l'ordre 2 elle est plus rapide quand on est T inférieur à T1,5. En fait, oui, c'est ça. La vitesse diminue avec le temps. Et quand on n'a pas passé T1,5, En fait, la vitesse T inférieure. ça se voit parce que, alors c'est pas tant la vitesse diminue toujours avec le temps, ça c'est obligatoire. La question, c'est que le taux de consommation, grosso modo, la quantité de matière que tu vas consommer, en première approximation, c'est le ratio entre la matière qui te reste et la vitesse de consommation. C'est surtout ça qui t'intéresse dans le temps. Donc, si ta matière diminue avec une puissance de 1 et que ta vitesse diminue avec une puissance de 1, grosso modo, le ratio des deux va rester constant.
Là, au contraire, ta vitesse, elle va diminuer avec un carré, alors que ta concentration, elle va diminuer en affine. Et donc, globalement, ça te fait un ratio comme ça, avec une puissance qui se balade. On est d'accord? Oui, je t'écoute. Parce que, en fait, pour aller de C0 sur 2 à C0 sur 4, il te faut 2 fois plus de temps. Et que 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. C'est juste que ici, il te faut T1,5, là, il te faut 2 T1,5. Si je fais C0 sur 8, en fait, il me faudra encore le double, donc ça sera plus 4 T1,5, donc je serai à 7 T1,5, etc. etc. Voilà. Pour l'autre, c'était 2 T. À chaque fois, c'était 2 T1,5 pour l'autre. Puisque c'est le même temps pour faire la même ratio. Et il nous reste à faire, c'est merveilleux. En fait, j'ai fini aujourd'hui. Il me reste à faire le petit D, si je ne me trompe pas. Cas de l'ordre 0. Alors, le cas de l'ordre 0 est un cas un peu particulier et je ne vais pas repartir des formules qu'on a démontrées pour une raison très conne, c'est que là, pour le coup, c'est vraiment taper à coup de pelle sur quelque chose qui n'a rien demandé. D'accord? Donc, en fait, on va y arriver, mais c'est... Dans ce cas, vous voyez que... Comment on écrit dx sur dt? Hein? Non. Oui. C'est une constante, effectivement, qui vaut quoi? Non. On ne fait pas de trucs au pif, s'il vous plaît. Non. Oui. Cap, tout bêtement. Regardez-moi la formule, quoi. Dx sur dt égale cap. Et là, vous avez un truc extrêmement particulier. Vous avez un phénomène qui se passe à vitesse constante. Vous avez l'équivalent du mouvement rectiligne uniforme et version cinétique chimique. Ça, c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que ça veut dire que votre réactif, en fait, là, on va intégrer directement. Donc, x, ça vaut Ka fois T. Plus C0. Même pas. Si, c'est ça. À T égale 0, x... Non, à T égale 0, x égale 0. Donc, aucun problème. On est d'accord là-dessus? Et en fait, vous voyez que là, j'ai un problème. J'ai même plus de... Non, il manque un bout là, quand même. C'est pas homogène. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? C'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Non, il me manque un truc. Ah non, non, c'est juste l'extinction. Pas de problème. J'ai tout, c'est bon. Donc, on est d'accord, ça me donne juste un truc comme ça, qui est très con. Mais vous voyez qu'en plus, il y a un problème de limitation, parce que là, on voit que x peut tendre vers plus l'infini. Et donc, en fait, là, vous avez un problème de validité, qui est très simple. C'est qu'en fait, il va falloir l'écrire. C'est tant que x appartient à 0 x max. Et en fait, après, vous n'avez pas le droit de dépasser, donc vous allez vous arrêter. Et vous allez vous arrêter de façon abrupte. C'est-à-dire que vous allez consommer votre réactif. C'est un peu comme vous mangez un paquet de bonbons, quoi. Puis à un moment donné, il n'y en a plus. Voilà. Ça, c'est d'accord, c'est de l'ordre 0. Hein. Quand vous mangez, c'est de l'ordre 0. Hein. Pas quand vous dites, c'est de l'ordre 1. Quand vous mangez, c'est de l'ordre 0. Hein. Bon, et après, il n'y en a plus. C'est fini. Voilà. Clac. Et puis vous arrêtez parce que vous n'allez pas produire de la nourriture. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est une loi extrêmement étrange. Et ce qui fait que je vais commencer par la représentation graphique, hein, juste pour vous voyez que ça a vraiment une tronche bizarre. En fait, si je trace par exemple le réactif limitant en fonction du temps, qu'est-ce que ça va donner comme tranche? En fait, voilà, vous allez partir de C0. Et là, je vais mettre des couleurs parce que c'est important. On va descendre comme ça. Ping. Et puis après, ça s'arrête. Ping. Il y a une cassure. Voilà, ouais. Non, pas du tout. Il n'y a pas de vitesse là, dans cette histoire. Non, non, non. Tu confonds avec les courbes de conductivité. Voilà. Toutes les cassures ne sont pas les mêmes. Voilà. C'est donc une fonction affine. Petite remarque, si je me mets à C0 sur 2, vous avez ici en fait directement T1,5. D'accord? C'est normal. Et là, donc, on va essayer de calculer un peu ce T1,5 parce que c'est un peu bizarre. D'accord? À T1,5, qu'est-ce qu'on a tout simplement? En fait, je vais remplacer T par T1,5 et X, comme d'habitude, par C0 sur A. Et c'est là où le C0 intervient. D'accord? À T1,5, bah, en fait, on peut même directement écrire la formule. Hein. T1,5, c'est égal à C0 sur 2A Ka. On retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure, que le C0 est cette fois au numérateur pour des questions de dimension. Ka est comme d'habitude au dénominateur. Ça ne change pas. Oui. Parce que X max c'est C0 sur 1. C0 sur A, X max. Et oui, et j'ai un 2 ici.
parce que je suis à C0 sur 2A, parce que je suis à T1,5. Pourquoi le A il apparaît pas dans Parce qu'il n'a aucune raison d'apparaître, il vient nulle part. il a pas Il apparaît ici, il apparaît très discrètement ici. Je vais pas écrire. Alors, allez, on va voir si vous êtes réveillés. Où est-ce que C0 et A apparaissent dans ce truc-là? C'était simple, c'est... Oui. Ouais. Non, mais il n'y est pas là. Il n'y est pas. Ouais. Là, non, là, il y a une vraie dépendance en C0 et en A dans l'intégralité de ce que je suis en train de mettre ici. Où est-ce que c'est caché? Ouais. Conditions initiales, il n'y a rien. Non, mais ce que j'ai écrit est juste, il n'y a pas de problème, hein, j'ai pas oublié des choses. Ouais. Donc, X est une variable. Oui. Non, mais arrêtez de m'expliquer quelque chose à la puissance 0, ça vaut 1, j'ai fait un CP. Là-dedans, il y a C0 et A écrit. Où est-ce qu'ils sont cachés? Arrêtez de chercher des trucs compliqués, arrêtez d'inventer. Scannez tous les putains de paramètres qu'il y a au tableau et dites-moi où est caché C0, où est caché A. Oui. Absolument pas. Donc, caps pour être K, il n'y a pas de problème. Ouais, Camille. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ah bah oui, bah c'est sûr, c'est simple. Ah bon, ok, pas de problème. Donc Camille, il confie la coefficient géométrique et l'ordre, on est bien. Ouais. Exactement, il est caché là. Il est caché dans Xmax. Parce que Xmax, ça vaut C0 sur A. Donc en gros, l'impact de votre concentration initiale vous donne simplement le moment où ça va s'arrêter, de la même façon que si vous mangez à vitesse constante, le moment où vous avez fini de manger dépend essentiellement de ce que j'ai mis dans votre assiette, mais ça dépend. Mais la vitesse ne dépend pas de ça. D'accord? La façon dont ça descend ne dépend absolument pas de ça. La chose ce qui change, c'est le moment où vous allez arrêter de bouffer. D'accord? Et donc ces 0 et A sont cachés là-dedans. Littéralement. Et donc c'est la raison pour laquelle quand je dis que on est à T1,5, comme on est effectivement à x égale x max sur 2, il y a ces 0 et A qui réapparaissent miraculeusement dans cette histoire. D'accord? Mais effectivement, pour une fois, le C0 et le A viennent absolument pas, je dis n'importe quoi, c'est ici, c'est ici, voilà. Le C0 et le A viennent absolument pas de l'équation dans laquelle vous êtes, mais simplement d'une condition finale, une condition d'arrêt. Et effectivement, là vous retombez sur un truc qui est instinctivement très évident. Si vous avez 2 fois plus de trucs à bouffer, vous allez mettre 2 fois plus de temps à manger. Si vous êtes à vitesse constante, d'accord? Ça, c'est l'autre ordre. On efface celui-là, d'accord? Ça, c'est l'ordre 2, ça. On ne disserte pas sur l'ordre 2. Sinon, ça va vous embrouiller la tête. Voilà. D'accord? On est d'accord là-dessus? Ça, c'est le truc le plus instinctif, l'ordre 0. Vous savez, vous avez 2 fois plus de trucs à faire, vous allumez 2 fois plus de temps. C'est là, quasiment l'intégralité des activités humaines fonctionne en ordre 0. Grosso modo, hein, si je vous donne 2 fois plus de boulot, vous n'avez pas la vitesse qui va augmenter par 2. Vous aimeriez bien? D'accord? Ce serait bien que les étudiants fonctionnent en ordre 1. Quoi. Plus je vous file de boulot, vous mettez exactement le même temps, et vous abattez encore plus de travail. Par contre, vous avez toujours la moitié du travail qui n'est pas fait. C'est comme ça. Voilà. D'accord? Là, ici, c'est exactement ça. C'est vraiment le truc instinctif, d'accord, dans cette histoire. Vous connaissez le problème du nénuphar? Vous avez tous croisé ça un jour dans votre vie, sinon vous ne seriez pas dans cette classe, probablement. Mais si, il y a un nénuphar à sa taille double chaque jour, voilà, le truc classique, voilà. Donc, grosso modo, tout le monde se fait avoir avec cette histoire, d'accord, tout simplement parce que, surtout quand on est gamin, et surtout quand on ne l'a jamais croisé, parce que après, voilà, c'est toujours un peu une histoire de connaissance, parce qu'en fait, on suppose que c'est un ordre 0. Donc on se dit, bah, s'il a fallu tant de jours pour faire la moitié, bah, il va falloir tant de jours pour faire l'autre moitié. D'accord? Or, doubler chaque jour, c'est-à-dire avoir le même facteur pour la même durée, c'est caractéristique de quoi? D'un ordre 1. C'est ce qu'on a vu à l'instant. D'accord? Autrement dit, il est complètement normal que pour faire le dernier truc, il faille le même temps, enfin pour faire le même facteur, il faille le même temps que ça. D'accord? Donc grosso modo, vous raisonnez en ordre 1, en ordre 0 en première approximation quand vous estimez une activité quelconque, tout simplement parce que vous n'avez pas d'équilibre dans la tête. Voilà. On est au clair là-dessus? Voilà. Donc c'est un ordre bizarre celui-là, hein. C'est spin, schnapp, voilà. Et puis c'est terminé, d'accord? Voilà. Il me reste à dire ce qu'il faut tracer quand même, et là vous allez voir, c'est pas mortel.
il faut tracer quel point, enfin, il faut tracer les coordonnées de quel point pour avoir des points alignés? 0. TI et pas cap, non? Ouais. Et XI, ça va, c'est bon. On trace ici les points de coordonnées TI, XI. D'accord, il n'y a pas de question à se poser. S'ils sont alignés, on a bien un ordre 0. S'ils sont alignés, l'ordre 0, enfin, disons, pas alors, P égale 0, décrit bien la situation. Et le coefficient directeur de la droite d'interpolation ça donne quoi tout simplement ici? C'est bon, vas-y Adam, c'est bon. Ça donne cap, tout à fait. Voilà. C'est juste que tu avais sauté les étapes. D'accord? Et là vous faites une interpolation linéaire, ça se passe bien. Petite remarque, les ordres 1, les ordres 2 et l'ordre 0 sont suffisamment différents pour que si vous couriez dans les points, ça se voit. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé vendredi d'abord de regarder si vos points étaient alignés ou pas, et de ne pas faire une droite d'interpolation comme des débiles. S'ils ne sont pas alignés, ils ne sont pas alignés. D'accord? Vous êtes planté dans les points, c'est-à-dire que vous n'avez pas tracé le bon truc, vous n'avez pas le bon modèle, enfin, il y a quelque part un truc qui s'est mal passé. D'accord? Donc l'ordre 0, rien de très impressionnant. Dernière chose, on peut détecter un ordre 0 avec les données. Là, c'est pas très compliqué. Vous prenez n'importe quel produit ou n'importe quel réactif. Ici, pendant le même delta T, vous avez le même delta. Alors, c'est un ordre 0. Ça, c'est la caractéristique. C'est la caractéristique d'une dépendance affine. Et le truc qui est important dans cette histoire, c'est qu'on va dézoomer un peu. Si X a une dépendance affine en temps, ordre 0, ça signifie que l'intégralité des concentrations, que ce soit en produit ou en réactif, a une dépendance affine en temps. Tout simplement parce que ces trucs-là ont une dépendance affine en X. Et je vous rappelle que la composée de fonctions affines, jusqu'à preuve du contraire, c'est une fonction affine. D'accord? Grosso modo, si vous faites A de A' plus B' plus B, ça vous donne un truc. Voilà. Donc le truc qui est important ici, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, je vais faire la même forme. On détecte un ordre 0 si pour n'importe quelle espèce de l'équation bilan, que je vais appeler A, alors la concentration A à un instant T1 moins la concentration A à T1 plus delta T est égale à la concentration A à un instant T2 moins la concentration en... Je fais n'importe quoi avec mes crochets là. Est égale... Attendez, je vais juste la remettre. Je ne sais pas pourquoi je fais une présentation aussi dégueulasse, c'est pas grave. Donc, la concentration A à un instant T1 moins la concentration A à un instant T1 plus delta T est égale à la concentration A à un instant T2 moins la concentration A à T2 plus delta T, avec comme d'habitude le même delta T dans cette histoire. Donc en gros, vous cherchez dans vos données deux données qui sont séparées par la... Enfin, deux paires de données séparées par la même durée, et vous regardez si la variation c'est la même. Même delta T ici, de chaque côté. Voilà. Vous avez déjà vu une loi comme ça? Que pendant la même durée, vous avez la même variation. Vous n'avez pas vu en chimie. Vous avez déjà vu une loi comme ça, on va la revoir au deuxième semestre. Que pendant la même durée, quoi qu'il arrive, vous avez la même truc. La thermo, vous n'avez jamais fait de thermo, arrêtez avec de la thermo quoi. Ça ne rappelle rien? Un truc pendant le même temps est indépendant de l'endroit où vous êtes. Je vous la reformule dans l'autre sens.
Ce que ça veut dire, c'est que là, la variation de A est indépendante de l'instant. La variation de A pendant une durée donnée est indépendante de l'instant de la réaction où vous êtes. D'accord? Vous avez vu une loi qui vous dit que une grandeur quelconque est indépendante de la position sur laquelle vous êtes dans la trajectoire. Vous l'avez vu, hein? Ça s'appelle la loi des airs. Oui, la loi des airs, la deuxième loi de Kepler. Que l'air balayé par les rayons vecteurs dans une durée donnée est indépendante du point sur la trajectoire choisie. Alors, c'est la même. Enfin, c'est la même. La même forme. D'accord. Superbe, génial. Bien. Petit E, si je ne me trompe pas, c'est ça? Il y a un petit résumé. Résumé de la méthode. Méthode intégrale. Donc, la méthode intégrale est relativement simple. En fait, donc, cette méthode procède donc des étapes suivantes. Donc, première étape, on met la loi de vitesse sous la forme modèle dont on est parti depuis le départ. Pour ça, on regarde si le réactif est en large excès ou en proportion stoichiométrique, vous vous souvenez. D'accord? Donc, on écrit la loi de vitesse. Donc, je vous rappelle, grâce aux conditions initiales, sous la forme. Donc, c'est un résumé. Hein. Il y a a priori rien de nouveau, c'est juste pour recoller tous les bouts en fin de ce paragraphe. Sous la forme, donc, dx sur dt est égal à kap, facteur de c0 moins ax à la puissance p. Petit 2, on fait une hypothèse sur la valeur de p. Autrement dit, on suppose que p vaut quelque chose. D'accord? Donc, soit c'est l'énoncé qui vous le dit, vérifiez que c'est un ordre 2, voilà, etc., etc. Soit vous le supposez dans l'ordre du paragraphe précédent, c'est-à-dire 1, 2, 0. Une fois qu'on a fait ça, on intègre et on trace la bonne série de points. D'accord? Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu avant. Si jamais vous avez un ordre qui n'est ni 2, ni 1, ni 2, ni 0, vous faites le calcul et vous trouvez la bonne série de points qui va bien. C'est pas, ça marche chaque fois. D'accord? Oui. C'est pour un ordre 1 et pour un ordre 0, ça peut se voir. Pour le reste, non, et de toute façon, il faut vérifier par méthode intégrale. La méthode intégrale, c'est la seule qui te confirme tout à la fin. Ça se trouve, tu as juste eu pas de bol, en fait, enfin, ou de la chance, tu vois, sur un couple de points. Si jamais, alors, en général, dans les sujets de concours, les données sont extrêmement peu bruitées. D'accord? Mais si jamais tu as beaucoup de bruit dans tes données, tu peux vraiment avoir un coup de pas de bol en disant, tiens, je fais le ratio, là, c'est une bonne gueule, c'est un ordre 1, au revoir, mais c'est juste, tu n'as pas eu de chance, ça se trouve, tu as un point singulier. Enfin, d'accord? Donc, c'est vraiment la méthode intégrale qui va te confirmer. Ça sera le paragraphe petit f, qui est qu'en général, il y a d'autres méthodes pour intuiter la valeur de P avant. Et une fois qu'on a intuité la valeur de P, on fait la méthode intégrale pour vérifier que ça marche bien, quoi. D'accord? Donc, on intègre et on trace la bonne série de points. Et là, vous avez une disjonction de cas. Si les points ne sont pas alignés, on revient au petit 2. D'accord? Voilà. Si les points sont non alignés, et ben vous revenez au 2, puis vous changez d'hypothèse. Ah, voilà. Ben, vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas fait le bon pari, quoi. C'est pas grave, ça arrive. Voilà. Et sinon, on trace. Sinon, alors, et ça c'est extrêmement important, la valeur de P est validée. Et définitivement, ça veut dire que vous avez trouvé P, c'est fini, c'est dans votre escarcelle, d'accord?
Et on passe au point 5. On dirait un livre dont vous êtes le héros. Voilà, d'accord. Si P est validé, passez à la page 328. Voilà, c'est ça. Et donc on passe au point 5, et le point 5, on trace la droite d'interpolation, qui en général vous donne accès à KAP. D'accord. Qui vous donne KAP. D'accord. Et je me permets de recoller une couche. KAP est toujours positif, toujours dimensionné. Histoire d'en recoller une petite couche de peinture, d'accord, sur le sujet, histoire que vous n'oubliez pas. On est d'accord, les professionnels de l'oubli des unités? Oui, c'est... Non, c'est pas que je regarde, j'ai pas de problème de strabisme. Il n'y a pas de problème, d'accord. C'est pas toujours sur Camille que ça tombe. Voilà, en l'occurrence, c'est pas ça. Voilà. On est d'accord, Louis? Bien. T'es pas le seul, mais c'est vrai que t'as une tendance quand même à dire ok, allez, on s'en fout un peu, quoi. Voilà. Ok. Toujours positif, toujours dimensionné. Autrement dit, si vous m'écrivez k égale moins 3, vous avez tout faux. Voilà. Il n'y a rien qui va là. Voilà. Quand j'ai toujours dimensionné, ça veut dire qu'il y a forcément un temps moins 1 dans le temps. C'est toujours une puissance de la concentration fois un temps moins 1. Au minimum, vous avez un temps moins 1. Oui. Je n'ai pas bien compris quand on fait niveauter sur la valeur de K, mais du coup. Non, pas de K, de P. Pardon? De P, pas de K. Oui, de P, pardon. En fait, du coup, une fois qu'on intègre, Ouais. en fait, on ne connaît pas forcément K. On ne connaît pas du tout, non. On n'a aucune idée de K. C'est l'interpolation linéaire qui te donne K. Pardon. En fait, quand on a la dmi sur dt, Oui. on n'a aucune idée de la valeur de P. Non, aucune. 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 Les ordres ont aucun rapport avec les coefficients stoichiométriques et machin, il n'y a aucun rapport. Donc, la seule chose qu'on va te dire, c'est un énoncé de cinétique, c'est pas très compliqué. On dit il y a cette réaction-là, elle est totale, et on suppose qu'elle a un ordre. Donc, ça veut dire que tu as un Q par truc. Les conditions initiales te permettent toujours de te ramener à ça, parce qu'on a fait un truc intelligent en général. Voilà. Et après, tu fais, bah voilà. Je vais supposer que P égale 1, je vais voir si c'est un modèle qui marche. S'il marche, on est content. S'il ne marche pas, bah on change. Jusqu'à ce qu'on trouve un modèle qui marche. Voilà. Oui. Et on est donné un tableau avec des valeurs. En général, vous avez un tableau T et une grandeur quelconque. En fonction de T, cette grandeur quelconque, vous la transformez en X. Et une fois que vous avez ça, c'est fini. Parce que vous pouvez suivre la procédure. Donc il y a des procédures plus rapides. Au sens, vous n'êtes pas obligé d'intégrer en X. Vous pouvez intégrer dans la donnée qui vous est donnée, mais c'est un peu plus chemin de traverse. Donc globalement, pour l'instant, déjà, si vous arrivez à suivre l'autoroute en disant je connais tous ces trucs-là, donc je peux en déduire toutes les valeurs de X. Donc ensuite, je peux tracer les trucs, ça ne pose aucun problème. Voilà. Ou intégrer en X, et une fois que vous avez le truc en X, revenir. C'est le sens de l'exercice que tu as trouvé chiant. Revenir à la concentration au truc qu'on vous donne dans le tableau, dans un sens ou dans l'autre, ça marche très bien. D'accord? Mais c'est ça, ça c'est la méthode intégrale. D'accord? Donc on verra vendredi les trucs qui sont à la limite externe du programme. En gros, il existe deux méthodes qui vous permettent d'intuiter la valeur de P. On en a déjà vu quelques-unes si vous avez de la chance, mais il y a des fois en fait où par exemple P vaut 3,5 et P vaut 3,5, bah, vous n'allez pas le voir comme ça. Et donc il existe deux méthodes, la méthode différentielle et la méthode des vitesses initiales, qui vous permettent d'avoir une estimation très grossière de P. Et après vous dites, bon bah par exemple vous trouvez, je sais pas moi, P égale 1,38 à la louche comme ça, vous faites bon bah puisque c'est un demi entier, je vais supposer que c'est 3,5. Et puis je vais refaire la méthode intégrale derrière. D'accord, c'est quand l'investigation 0, 1, 2 n'a pas marché. On a deux méthodes pour essayer de sentir un peu le truc, histoire de ne pas tester tous les nombres entre moins 3 et 3, ce qui fait un peu beaucoup, globalement. Voilà. Et ce sera terminé pour la cinétique chimique.